passera pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Je vous prends une maison d'arrêt comme Tia Salé qui avait des dons en produits alimentaires à hauteur de 350 000 francs CFA. Et les coordonnateurs nous disaient ce qu'il fallait faire. Souvent, c'est un sac de riz et 50 kilos, 10 cartons de tomates qu'on aménageait comme ça. En plus de cela, il y avait des produits sanitaires, il y avait des produits d'hygiène, il y avait des gants, des cache-nez. À chaque passage, on avait un pistolet thermique qu'on remettait aux responsables des différentes marques. En plus, nous avons fait des PAD en 10 langues locales plus le français. Et nous avons offert des parts à chaque maison d'arrêt de correction. C'est-à-dire que de temps à autre, selon le programme de la maison d'arrêt de correction, ça passe en groupe pour que chaque détenu puisse savoir qu'il y a une pandémie qui existe. Et que même s'ils vivent dans la promiscuité, il faille faire attention. Voici ce que la Côte d'Ivoire a pu faire avec l'appui de l'Union européenne. Il faut dire que, sans entrer dans le travail des coordonnateurs, je suis plus que content de cette action et je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés avec en première ligne l'Union européenne, mais surtout le ministère de la Santé qui nous a donné les différents contacts de tous les directeurs régionaux et tous les directeurs départementaux qui nous ont affecté des médecins pour qu'à chaque maison d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire, il y ait une formation à l'endroit du personnel médical et du personnel pénitentiaire. Parce que la plupart des maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire n'en avaient pas reçu. Ça leur a permis de pouvoir se prémunir contre la Covid et éventuellement, s'il y a un cas de Covid-19, savoir ce qu'il fallait faire. Nous disons aussi merci au ministère de la Justice qui nous a toujours ouvert les portes à travers la direction de l'administration pénitentiaire. Nous sommes toujours en contact avec les responsables des maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire que nous appelons très souvent au téléphone. Nous sommes devenus comme en griffe des amis avec qui nous pouvons discuter pour le bonheur du monde pénitentiaire. Mais surtout aussi, merci au ministère de l'Intérieur qui a pris sur lui de nous octroyer les autorisations de sortie du Grand Abidjan, parce qu'en ce moment, lors des premières visites, Abidjan était confiné. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce projet. Nous pouvons dire que ce projet n'est pas fini, parce que la durabilité du projet dans les maisons d'arrêt et de correction continue de se faire sentir. Il y a le DAP qui est le directeur de l'administration pénitentiaire, M. Boubacar, que je salue par le biais de Mme Tanoué, qui nous avait dit comme ça qu'avec l'appui de la société civile, l'appui des différents partenaires, la Covid-19 a pu être jubilée dans les différentes maisons d'arrêt et de correction. Parce qu'il y avait environ 60 cas de Covid dans ces maisons d'arrêt et de correction. Merci aussi à l'Union européenne parce qu'à travers cette action-là, nous avons d'autres bailleurs. J'aimerais citer ici, sans publicité aucune, la Fondation Osiwa, qui intervient aussi dans le projet de lutte contre la détention préventive abusive, très souvent en cofinancement avec l'Union européenne, mais qui aimerait que cette action de lutte contre la Covid-19 puisse être prolongée. Pas certainement avec des normes de moyens colossaux comme peut-être ce que l'Union européenne a fait, mais avec ce qu'elle peut faire. Il faut dire aussi que ce projet a été d'autant plus important parce que la Côte d'Ivoire compte avec ses partenaires faire sortir un petit rapport, disons une esquisse de rapport médical ou sanitaire des différentes maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir de là, qui sait, demain il peut y avoir une autre pandémie, il faut qu'on puisse se prémunir contre cela. Il faut aussi qu'on ait des conditions sanitaires idéales, respectant les normes Mandela dans nos différentes prisons. Sur ce, je pense que j'ai un peu parlé. Je vais mettre fin à mon discours tout en disant ces 5 lettres qu'on a emploie à tout moment. Merci à tous. Merci à M. le président du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire, M. Assou, et à la suite de M. Assou, nous allons inviter le CNDH à travers M. Franck Taquet pour son mot. Vous avez la parole. Merci d'arrêt de correction d'Abidjan Dakar. Cela dénote de l'attachement que le CNDH accorde aux organisations de la société civile, notamment celles intervenant dans le domaine des lieux de détention. Mesdames et messieurs, au logement de ce projet, le corona n'épargnait ni aucun milieu, ni aucune catégorie de population. De manière synergique, en mettant en contribution le gouvernement, les institutions, les organisations de la société civile et tous les partenaires, de nombreuses mesures et stratégies de lutte ont été employées pour apporter une riposte à la pandémie du Covid-19, y compris dans les maisons d'arrêt et de correction et les centres d'observation de mineurs de Côte d'Ivoire.
Pour sa part, le CNDH continue de mener le monitoring des lieux de détention afin notamment de prévenir la commission d'actes de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant et de renforcer la protection contre de tels actes, qui est l'une de ses prérogatives naturelles, mais aussi d'évaluer l'exercice du droit à la santé des personnes détenues, surtout face au Covid-19. C'est à juste titre que le CNDH a soutenu l'initiative de l'ACAT, Côte d'Ivoire et de l'ABA. C'est maintenant le temps du bilan, à travers la présentation des résultats relativement aux activités exécutées dans le cadre de ce projet. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter les initiateurs de cette conférence de presse de clôture du projet. Le plan public national et international doit avoir la claire vision de comment et pourquoi vous travaillez. Cela découle non seulement de la transparence, mais aussi et surtout des acquis et des perspectives pour les actions futures. Mesdames et messieurs, au terme de mon propos, le CNDH par ma voix voudrait inviter l'ensemble des acteurs traitant de la thématique de la détention à mener des actions conjointes afin de continuer à renforcer leur synergie en vue de l'amélioration des conditions de détention. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, représentants de la société civile, chers amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. Un réel plaisir d'être une conférence de presse qui célèbre la clôture d'un projet. Vous allez me dire, la clôture, normalement, ça ne célèbrera pas. Et non, parce que c'est l'impression d'avoir fini un travail, d'avoir bien fait. Souvenez-vous, mars dernier, nous étions tous plein d'incertitudes. Et la CAT est venue nous voir en disant, il ne faut pas oublier, c'est nous, ils ont des droits. Là, il s'agit de ce projet, il s'agit de droits. Il s'agit exactement du 25e droit de l'homme, c'est un droit à la santé. Donc, ensemble, nous avons établi, en fait, un quatre verbes. Prévenir, assister, plaidoyer et soutenir. Et ces quatre verbes, nous avons mis en compte dans l'ensemble de la réponse de l'Union européenne pour la réponse. Je vais vous détailler un peu ce qu'on a fait sur ce projet-là, mais je vais vous donner aussi deux mots ce qu'on a fait sur le reste, parce que l'Union européenne a été, comme bien d'autres, on ne peut pas tirer la lumière à nous, mais en tout cas, nous avons été présents face à cette crise sanitaire, ce drame sanitaire qui nous est tombé dessus à tous et de façon mondiale, aux riches, aux pauvres, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous avons été ensemble, nous avons été solidaires. Ça, c'est déjà le première leçon. C'est important qu'on ait su montrer notre humanité envers cette population qui a le particulier, qui soit une détenue. Au moment de la cérémonie de lancement, nous étions ensemble à la maison d'arrêt d'Abidjan et nous avons insisté ensemble sur le fait que nous devons protéger les plus vulnérables. Comme nous l'avons fait dans le secteur, dans le secteur du transport, nous l'avons fait aussi dans le secteur simplement en milieu urbain, nous avons soutenu les familles démunies, ceux qui avaient perdu le travail pour cette crise, ceux qui étaient dans le besoin. Nous avons aussi pensé aux enfants, à savoir qu'il y a notre soutien de l'Union européenne qui a poussé à ce que les enfants n'aient pas de rupture scolaire, c'est-à-dire qu'il y ait une possibilité d'avoir une formation à travers YouTube, le net, en tout cas suivre des classes à travers les nouveaux médias, sont complètement nouveaux, une matière dont on sait aujourd'hui. Et c'est important. En tout cas, en ce qui concerne la CAT, ce projet il représente une importance particulière, car il y avait un besoin qui n'était pas couvert jusqu'à présent au niveau carcéral. En soutenant l'initiative de la CAT, c'est un partenaire, comme vous l'avez rappelé, de long terme, nous travaillons ensemble sur divers sujets. On vient récemment de lancer un projet ensemble sur cette thématique de la prévention de la torture et des droits de l'homme. Nous avons démarré une action complémentaire à la caravane de solidarité démarrée avec la GISLEM au mois d'avril-mai. De manière générale, l'Union européenne et ses 25 États membres, 27 États membres, ont apporté des solutions cohérentes à un problème mondial. Cohérentes car nous avons d'abord ciblé la réponse mondiale avec un soutien massif à l'OMS qui dans près de 200 pays est intervenu.
certains pays, elles ont besoin de l'OMS, et leur propre capacité de lire les objectifs. Donc, nous avons fourni à l'OMS la possibilité de marcher. Nous avons aussi, pas seulement pensé aux individus, mais nous avons pensé au groupe. Et un groupe, c'est aussi des sociétés. Nous avons mis en place avec l'État a mis en place plutôt, c'est comme ça que ça se passe. Et nous avons soutenu l'État, la sur l'État, sur leur fonds de soutien aux entreprises. Fonds de soutien économique, fonds de soutien à la solidarité, fonds de soutien économique vers les PME et vers les entreprises. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que réellement, c'est une réponse globale à un problème global. Le projet que nous mesurons aujourd'hui, il est basé en fait sur le socle de valeurs communes que nous avons ensemble, à la fois dans la Constitution de Côte d'Ivoire, mais aussi dans les valeurs de l'Union européenne. Ne laissez personne pour se battre pour la protection des valeurs. Tel est notre combat, tel est notre mot. Pour rappel, ce projet est doté d'une centaine de millions de francs CFA avec 3 objectifs: renforcer les capacités personnelles, sensibiliser les détenus et réaliser des actions pédagogiques. Et comme vous l'avez dit, monsieur le Lacat, ces actions vont perdurer. Donc ce projet, je vous dis, il a une certaine durabilité. La pertinence de ce projet était évidente, même on a besoin de plus. L'efficience était évidente. Vous voyez, avec 100 millions, on a touché 33 maisons d'arrêt. 31 régions, 33 maisons d'arrêt. Mais la durabilité, c'est quelque chose, c'est pas un mot en plus, on a discuté au départ, mais c'est quelque chose qui va être. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans ce que vous avez dit à la fin, monsieur le Lagat, c'est que cette crise, finalement, nous fait réaliser aussi peut-être un état de santé dans le prison. Et peut-être que la médecine dans le milieu carcéral pourrait être relancée. En tout cas, ça pourrait faire l'objet d'un autre projet. En nombre de gens qui ont été touchés, les bénévoles, bien sûr, je tiens à donner un mot particulier pour les bénévoles. Il faut que vous sachiez, de la presse, c'est que la CAT intervient grâce à ces bénévoles. Vous pouvez dire que toute association, toute organisation de société civile. Mais ces bénévoles, ils prennent de leur temps, ils prennent de leurs vacances pour aller visiter les zones d'arrêt. Ils font un travail de fond qui est magnifique. Je tiens à le souligner aujourd'hui, lors de cette clôture de projet, qui est un projet assez court, mais dans lequel vous êtes vraiment engagé en nombre et en qualité. Des séances de formation ont été faites dans les 33 bacs de la maison d'arrêt de l'USF. Et nous avons aussi formé, vous avez aussi formé les personnels des centres cliniques. Donc, ce que je dis, c'est qu'on a pour les quotidiens que la médecine carcérale devienne quelque chose de plus fort. En même temps, vous avez une approche totalement inclusive. Vous l'avez dit, je crois que c'est dialogue local, énormément d'émissions de radio, etc. Je crois que c'est 11 programmes radio, quelque chose comme ça. Donc, réellement, on a essayé de toucher tout le monde dans toutes les langues et de former ainsi, quelque part, montrer la diversité et l'unité de ce pays qui, dans une Europe, s'est retrouvé et a pu montrer une solidarité, que ce soit la langue, le nord, le sud, le sud, etc. Et ça, c'était quelque chose de fort comme message. On est ensemble, c'était ça le message. Voilà. Donc je tiens quand même à remercier certaines autorités qui ont permis, vous l'avez souligné, mais je tiens à remercier aussi, et en particulier la direction de l'institution pénitentiaire qui nous a vraiment permis de travailler. Je vous ferai, c'est tout ça, je ne vais pas ouvrir la porte de prison, c'est un problème. Mais quelque part, ils nous ouvrir une porte à nous, enfin à vous, de travailler. Et réellement, c'était possible de travailler en toute transparence, c'était possible de planifier l'activité de la mener jusqu'au bout. On a suivi ce projet, on l'a vu, on l'a suivi de l'autre bouche. Mais aussi, je tiens à souligner le secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, car vous avez été au début jusqu'à la fin. Vous avez aussi porté ce projet. Je tiens à souligner aussi la présence d'un organisme important qui est l'Association nationale des droits de l'homme, qui a un pilier dans ce dispositif ivoirien des droits de l'homme. Et à travers, je ne saurais terminer mon allocution en une nouvelle fois remerciant vivement et surtout célébrant de façon forte la créativité, l'engagement et l'abnégation de la société civile qui reste quand même
dans le bon sens du terme, un troisième pouvoir qui permet de faire beaucoup en peu de temps et de mobiliser les bonnes consciences et surtout que les gens prennent en main leur risque. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, l'honneur m'est choix de prendre la parole au nom de Mme Aimée Débéou, secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, qui aurait bien voulu prendre part en personne à cette rencontre, mais qui a été malheureusement empêchée pour les questions de la vie. Mesdames et messieurs, dès l'apparition de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, le 11 mars 2020, l'État ivoirien s'est engagé dans une lutte sans merci afin de couper hors de ses frontières cette pandémie de l'épidémie. Ainsi, de nombreuses mesures ont été édictées et de nombreuses actions menées à l'endroit de toute la population en vue de briser la chaîne de contamination du coronavirus. Dans un tel contexte, il est apparu nécessaire et urgent d'accorder une attention particulière aux milieux carcéraux compte tenu de leur vulnérabilité. Aussi, voudrais-je ici renouveler la gratitude de Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire qui a très tôt compris cette nécessité en étendant la protection au lieu des détentions. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de saluer l'importante contribution des partenaires au développement qui ne sont pas restés en marge de cette lutte contre le coronavirus à travers leur appui aussi bien au gouvernement qu'aux organisations de la société civile. Mes remerciements appuyés à l'endroit de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, dont l'appui financier a rendu possible la réalisation de ce projet. Mesdames et messieurs, Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme attache du prix à la mise en œuvre de ce projet, car ces objectifs contribuent inévitablement à l'amélioration des conditions de vie des détenus et partant au respect effectif de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la santé, le droit à un environnement sain. En effet, les 10 objectifs correspondent parfaitement au plan d'action prioritaire du gouvernement, dont la volonté de promouvoir et de protéger les droits des personnes en détention a été illustrée par la ratification de la Convention contre la torture et son protocole facultatif. C'est pourquoi il a plu à Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme d'instruire M. Dadi Séraphin, directeur de la protection des droits de l'homme et ses services, à l'effet d'accompagner le projet. Ainsi, dans le cadre de ces missions, la direction de la protection des droits de l'homme a procédé à la visite de plusieurs maisons d'arrêt et de correction, notamment dans les localités de Congo, Fondoukou, Nzali, Abengourou et Grand Bassam, où il a été relevé l'impact de ce projet. Je voudrais alors féliciter les ONG ACAT et l'APAP pour avoir utilisé les ressources à bon escient. En effet, nous avons pu constater lors de nos visites la présence d'équipements de protection contre le coronavirus, ce qui a effectivement permis de limiter la propagation de la dite maladie dans les milieux carcéraux et de prendre en charge les personnes atteintes. Nous avons pu également noter un changement qualitatif des conditions de vie des détenus. Ces résultats dénotent du sérieux des organisations bénéficiaires du financement et je voudrais les encourager à continuer dans cette mission. Sur ces notes, au nom de Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, je déclare ouverte la conférence de presse de clôture du projet Éviter la propagation de la COVID-19 dans les maisons d'arrêt et de correction et dans les centres d'observation des détenus. Il faut dire que l'objectif était de produire 3 prêts à diffuser. Mais je vois, nous avons produit 11 prêts à diffuser en 10 langues locales et en français. Nous avons produit, je disais tout à l'heure, 10 langues locales. Nous avons produit en Léprier, en Lopi, en Boré, en Bété, en Selfo, en Kalépé, Baoulé, Ali, Kabouka et tout. Troisième activité, nous avons distribué des kits. Il faut noter que dans la période de la Covid, comme je le disais tantôt, le gouvernement a pris des mesures. Et ces mesures, l'une des mesures était d'interdire l'accès des personnes extérieures aux établissements. Donc, ce qui entraîne comme conséquence l'absence ou du moins la possibilité d'accès des personnes, des parents, les dons que les parents apportaient en kit alimentaire était pratiquement impossible. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons eu besoin de distribuer des kits alimentaires et des kits de prévention, des kits d'hygiène.
Et en matière de résultats, nous avons distribué 100 kits de prévention. Ces kits comprenaient des gants, des cache-nez, des visières, des gels mains. Nous avons aussi distribué, comme je le disais, 72 kits alimentaires qui se composaient comme suit 936 sacs de riz, 288 bidons d'huile, 79 sacs de pâtes alimentaires, 216 cartons de concentré de tomates, 504 sachets de sel, et nous avons aussi distribué des kits d'hygiène, 24 cartons de grésil, 24 savons de B52, 24 savons, cartons d'eau de Javel et 20 sacs de savon en poudre. Ensuite, nous avons aussi mené des actions de sensibilisation à l'endroit du personnel, des pensionnaires et de la population. Dans ce sens, nous avons pu faire 72 séances de sensibilisation et ces 72 séances de sensibilisation ont permis de sensibiliser 987 membres du personnel et 21 000 pensionnaires des établissements qui ont été sensibilisés à travers les PAD, les flyers, les posters. Notons encore que les personnes extérieures n'ont pas accès aux détenus jusqu'à eux. Du point de vue de la sensibilisation, on sait que la maladie à coronavirus, il y a des personnes, des personnes vulnérables, parce que des personnes âgées. Est-ce que vous, lors de vos visites, vous avez vu des personnes âgées au sein des prisons? Est-ce qu'il y a eu une mesure spéciale pour ces personnes âgées? Et de façon claire, comment évaluez-vous la réponse du gouvernement face à la maladie à coronavirus dans nos prisons? Je dis merci à M. Kamouye. C'est vrai que dans nos visites, nous n'avons pas pu directement apercevoir les personnes âgées parce qu'il y avait une mesure, de restriction, on ne pouvait pas rentrer en contact avec les détenus. Ça se faisait à l'intérieur, mais on ne peut pas entrer, on ne peut pas de visu voir ces personnes âgées-là. Mais dans le plaidoyer que nous faisions, nous savons que cette maladie avait plus d'impact sur ces personnes-là. Donc le plaidoyer que nous faisons, nous allons faire au niveau du ministère de la Justice, la DAP, nous avons milité pour que ces personnes puissent avoir un régime particulier, d'abord on milité pour qu'on puisse avoir une liberté provisoire. Mais au cas où ce n'était pas possible pour avoir cette situation particulière par rapport à cette personne-là. Nous savons la réalité de nos prisons, il y a certaines mesures qui sont assez difficiles à pouvoir mettre en œuvre. La mesure prises par le gouvernement, oui, le gouvernement a pris certaines mesures. En arrivant, d'abord même avant le gouvernement, on a eu l'action, on a vu aussi l'action du CICR qui, quand on était parti, on allait dans ces bacs-là, vous avez vu que le CICR était passé parce qu'il y avait des cachets qui montraient que c'était déjà passé. Le gouvernement a apporté des seaux de lavage des mains, c'était produit. Vous savez que c'était pas prévu dans la maladie n'était pas prévu dans le budget, c'était assez difficile de pouvoir continuer dans le temps. Est-ce que vous avez remarqué le personnel détenu avait assisté suffisamment comment on appelle là, des EPI, équipements de protection individuelle, c'est-à-dire des cache-nez. Est-ce que les détenus ou même le personnel pénitentiaire avait suffisamment d'équipements à cela, dédiés à cela? Juste une remarque. D'accord, la parole à vous. Merci Nandouye. Je sais que le gouvernement a appelé cette question parce que c'est que le personnel de cette prévention des fonctionnaires, il y a eu des mesures pour faciliter l'acquisition de cache-nez chez les fonctionnaires. Ouais, nous aussi, au niveau de la société civile, beaucoup d'organisations, la CAT, le CCR, on peut apporter des kits en complément de ce qui était de la chirurgie. Comme je le disais, pour les détenus, on ne peut pas parler de des personnes qu'on n'a pas vues en fait. Voilà, ils étaient dans leur quartier,
était difficilement accessible. Mais on a eu écho pour ceux que les rares qu'on voyait, qu'ils avaient des mesures de protection. Et c'est là qu'on dit que tous ceux qui sont à l'intérieur, les jeux qu'on n'a pas vu, on ne peut pas tester. Mais on sait que si c'est des agents, la catégorie des agents, on n'a pas besoin des agents, on va aller chercher d'autres personnes qui font aussi. Bien, je crois que le travail a été fait. Le travail a été fait envers une population qui est souvent un peu oubliée dans nos sociétés. C'est la population des détenus en prison. Et pour cela, nous avons rappelé qu'eux aussi ils ont des droits. Je pense que la CAT, avec la balle aux prisonniers, ont fait un bon travail et ont mis en musique et surtout en action 4 verbes qui étaient importants pendant cette réaction à cette pandémie qui a touché le monde entier, qui était de prévenir, la prévention a été faite, qui était aussi de informer, ça a été fait auprès du personnel pénitentiaire, mais aussi auprès des prisonniers, qui était aussi quelque part d'assister, donc du matériel, des éléments alimentaires ont été donnés. Un financement d'une centaine de millions qui a été donc mis à disposition de ces ONG-là, parce qu'il faut noter que l'action des ONG complète l'action du gouvernement en réalité. C'est en cela que Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme encourage ces actions-là et félicite ces ONG qui ont dû mettre en œuvre ce projet sur toute l'étendue du territoire, parce que les 33 maisons d'arrêt et de correction ont été visitées, les 3 centres d'observation des mineurs. Pour la conférence de clôture du projet Lutte contre la détention préventive dans les maisons d'arrêt et de correction et les centres d'observation des mineurs de Côte d'Ivoire. Il faut dire que ça fait 4 mois qu'à la faveur du financement de l'Union européenne à hauteur de 100 millions de francs CFA, nous avons parcouru toutes les maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 33, et tous les centres d'observation des mineurs de Côte d'Ivoire qui sont 3. Il faut dire qu'à la faveur de ce projet-là, nous avons effectué 2 missions dans chacune de ces maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire. Officiellement, il y a des cas de Covid dans la population carcérale. Je tiens pour acquis les mots qui ont été prononcés par M. Boubacar, le directeur de l'administration pénitentiaire, lors du 18 juillet, la journée Mandela que nous avons célébrée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il y avait environ 3 à 4 mois, 60 cas de Covid dans nos prisons qui ont été au fur et à mesure maîtrisés. Il faut dire que la majeure partie des cas, c'était à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, à la Maca, où il y a même un centre qui a été installé par la Croix-Rouge. Mais il faut dire que heureusement, et Dieu merci, Dieu voulant, il n'y a pas eu de mort dans nos maisons d'arrêt de correction. Ces cas ont été pris en charge. Jusqu'à aujourd'hui, nous tendons vers des cas zéro. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières.